Bien, mes chers collègues, dans le cadre de nos travaux sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, nous accueillons à présent M. Jean-René Le Cerf, président, et Maïlig Lebaillon, directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Bonjour messieurs et bienvenue au sein de la Commission des affaires sociales. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, comme nous l'avons relevé avec le ministre Paul Christophe la semaine dernière, le PLFSS pour 2025, dans sa version initiale, peu de mesures concernent la branche autonomie. Pourtant, nous le savons, les enjeux sont lourds. Ainsi, les représentants des collectivités territoriales que nous sommes ont notamment à l'esprit la situation financière des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ainsi que celle des services d'aide à domicile. Les modalités de prise en charge des fauteuils roulants, manuels et électriques, annoncées par le Président de la République, ainsi que son financement sont également très attendus. Messieurs, je vais donc à présent vous laisser commencer cette audition par un propos liminaire dans lequel vous nous donnerez votre vision de ce PLFSS 2025. Les membres de la Commission pourront ensuite vous interroger, en commençant bien sûr par notre cher rapporteur de la branche autonomie, Chantal de Seyne. Monsieur le Président Le Cerf, vous avez donc la parole. Passé à près de 15 ans dans cette maison, il y a beaucoup de visages ici que je connais très bien. Très heureux d'être aujourd'hui avec vous pour aborder cette question du PLFSS 2025. Pour vous dire qu'il y a exactement une semaine, mercredi dernier, nous étions en conseil, parce que je ne suis pas le président de la CNSA, je suis le président du conseil de la CNSA. La CNSA étant une hydre à deux têtes, il y a la tête du directeur général et puis d'ensemble des services de la Caisse, et puis il y a le conseil, c'est une des grandes particularités effectivement de la CNSA, qui réunit dans son conseil l'ensemble des parties prenantes de l'autonomie, les associations de personnes âgées, les associations de personnes en situation de handicap, les départements, des personnalités qualifiées, bien sûr les partenaires sociaux et des représentants de l'État, mais qui généralement ne votent pas en conseil, sinon ça fausserait peut-être un peu les résultats des votes, et puis on ne peut pas être jugé parti. Donc mercredi dernier, nous étions en conseil de la CNSA avec à l'ordre du jour, comme point essentiel, l'avis sur le PLFSS 2025. Alors, si on fait un premier constat, je vais essayer d'être un petit peu paradoxal dans mon démarrage, mais je ne serai pas trop long, rassurez-vous. Si on fait un premier constat, dans un contexte budgétaire qui est particulièrement contraint, eh bien, ce premier constat, il est pour l'autonomie celui d'une trajectoire de dépenses assez préservée par rapport, effectivement, en tout cas à d'autres branches et par rapport également à d'autres responsabilités, effectivement, nationales. On a un objectif de dépenses pour les établissements et services pour personnes âgées et personnes en situation de handicap en augmentation de 4,7%, contre 2,8% pour l'ensemble de l'ONDAM. On a dans le champ du handicap un objectif général de dépenses à 15,7 milliards d'euros, soit 3,3% de plus qu'en 2024. Parmi les mesures nouvelles, 270 millions d'euros au lieu des 200 prévus en loi de programmation des finances publiques sont alloués au déploiement des 50 000 solutions issues de la dernière conférence nationale du handicap. Dans le champ de l'âge, l'OGD atteint 17,7 milliards, soit 6% de plus qu'en 2024. Cette croissance dynamique s'explique en partie par l'intégration des conséquences de la fusion des sections soins et dépendance des EHPAD dans 23 départements volontaires. Réforme importante, dont je signale que le Conseil de la CNSA avait regretté l'extrême prudence lors du précédent PLFSS et avait émis des doutes, et encore c'est un doux euphémisme, sur les engagements des départements. Comme quoi tout le monde peut se tromper, et on a vu effectivement un quart des départements qui étaient candidats, et même un peu plus d'un quart. Est également prévue la poursuite de l'objectif de renforcement du taux d'encadrement en EHPAD pour atteindre 50 000 soignants supplémentaires d'ici à 2030. 50 000, ça paraît être un peu le chiffre fétiche, et en tout cas le financement de 6 500 en 2025. Ajoutons à cela la présence du nouveau ministre de l'Autonomie, Paul Christophe, à l'ouverture de ce conseil de la CNSA, et un dialogue de près de 3 heures avec les membres du conseil qui
phénomène rarissime, je n'avais pas encore vu, l'ont applaudi à son départ. Alors tout cela pour arriver au paradoxe, si vous voulez, c'est que le Conseil ensuite a délibéré sur l'avis sur ce projet de loi de financement de la sécurité sociale et il a émis un avis largement défavorable sur ce PLFSS, puisqu'il y a eu 29 voix contre, 2 voix pour et 2 prises d'acte. Le Conseil se montre donc bien conscient des efforts réalisés, mais ils ne sont pas de nature à lever ses inquiétudes sur l'ambition de la politique à l'égard de nos semblables les plus vulnérables. Le Conseil considère que la trajectoire pour la branche ne permettra pas à notre pays de faire face à ses responsabilités pour surmonter notamment le défi démographique auquel nous sommes confrontés. Nous menons une politique intéressante et responsable, mais c'est une politique que je qualifierais d'au fil de l'eau, comme si la tempête du vieillissement incomparable de notre population dès maintenant, mais plus encore à partir de 2030, n'existait pas. L'urgence d'agir n'est pas compatible avec les impératifs d'un budget contraint. Plus que jamais, une loi grand âge et autonomie, au risque effectivement de ne se répéter, ou une loi à tout le moins de programmation financière s'avère indispensable, et nous avons du mal à accepter que ce ne soit jamais le moment, si vous voulez, ni hier, ni encore moins aujourd'hui, pour s'y atteler. Cela étant dit, 4 sujets ont fait l'objet d'une attention particulière du Conseil. Je vais les balayer très rapidement, puis on pourra y revenir avec, d'une part, notre directeur général et puis les questions que vous souhaiterez poser. D'abord, dans les sujets importants, la réponse aux difficultés des établissements et services de soins, PA et PH. À court terme, les membres du Conseil considèrent qu'il faut prolonger le fonds d'urgence décidé en 2023, qui s'est poursuivi d'ailleurs dans la première campagne budgétaire 2024, mais ils soutiennent aussi qu'il est urgent de repenser leur modèle économique et tarifaire en lien avec les départements et les usagers. On rejoint d'ailleurs sur ce point le rapport d'information sénatorial et pas d'un modèle à reconstruire, puisque les rapporteurs estiment que des aides ponctuelles ne suffiront pas à surmonter les difficultés des établissements et que l'organisation en 3 sections est source de complexité et de coûts, et qu'il conviendrait d'associer le plus grand nombre de conseils départementaux à l'expérimentation de la fusion des sections. Au-delà des établissements, nous souhaitons effectivement assumer nos intentions et notre volonté très ancienne au Conseil de la CNSA sur l'approche domiciliaire. Le développement est indispensable de formes alternatives d'habitat, alternatives entre le domicile et l'EHPAD, qu'il s'agisse de résidence autonomie, de résidence-service, d'habitat inclusif, intergénérationnel ou de l'accueil familial, dont on parle peu, mais qui me semble également être pour demain une solution extrêmement intéressante, extrêmement importante et financièrement peut-être assez jouable. Alors certes, cette question est intégrée au plan d'investissement de 140 millions d'euros, mais ces crédits semblent insuffisants, pour ne pas dire dérisoires, par rapport effectivement à l'importance des besoins et par rapport à l'absolue nécessité de développer un habitat intermédiaire où les personnes âgées, comme les personnes en situation de handicap, se rendront beaucoup plus facilement qu'au niveau effectivement des EHPAD qui seront demain encore plus médicalisés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Le troisième point qui nous tient à cœur, et puis j'en aurai un quatrième et j'arrêterai là, c'est engager enfin la réforme des concours de la CNSA au département. La réforme des concours est indispensable. Elle est indispensable dans un but de simplification. On n'y comprend plus grand-chose avec la multiplication des concours. Elle est indispensable aussi dans un but de justice sociale. Et c'est un thème un petit peu plus, comment dire, qui grippe quelque peu. Parce que la justice sociale, qu'est-ce que c'est? Est-ce que la justice sociale, ça consiste à traiter tous les départements de la même manière? Ou est-ce que ça consiste, comme moi je l'apprenais à mes étudiants en droit, ça consiste effectivement à avoir une appréhension très concrète du principe d'égalité? Et est-ce que l'égalité, ce n'est pas traiter de la même manière ceux qui se trouvent dans des situations de même nature, mais traiter différemment ceux qui se trouvent dans des situations différentes? Moi, j'ai été président de département. Je sais que département, c'est une étiquette qui recouvre des réalités extrêmement diverses.
que les Alpes-Maritimes et la Creuse, c'est pas pareil, que le Nord ou le Pas-de-Calais et puis les Hauts-de-Seine, c'est pas pareil, et que peut-être les péréquations devraient sur ce point intervenir. C'est un sujet brûlant dans le cadre de la réforme des concours, qui explique d'ailleurs qu'on n'est pas beaucoup avancé sur cette réforme indispensable des concours depuis quelque temps. Alors, moi, j'ai toujours mes fixations, si vous voulez. Par exemple, la réforme importante et utile sur le tarif plancher en ce qui concerne les services à domicile, elle s'accompagne d'une certaine perversité financière. Perversité qui a conduit effectivement à ce que l'État compense intégralement le passage aux 22 € de l'heure et se rendre compte ultérieurement, moi je rappelais ça aux équipes extrêmement nombreuses de ministres que j'ai rencontrés depuis 2 ans et demi, puisque sur ma 5e là, raconter que c'est peut-être pas tout à fait normal que tel et tel département particulièrement favorisés soient effectivement mieux traités que des départements beaucoup plus pauvres qui avaient fait l'effort. Et nous, le Conseil d'ailleurs émet également, dans le cadre de ce PLFSS, le souhait que pour le fonds de mobilité, très bonne idée que ce fonds de mobilité qui va permettre effectivement de prendre en charge tout ou partie des dépenses des aides à domicile, et bien que de la même manière, on n'oublie pas que les départements ne sont pas sur un pied d'égalité, qu'il y a des départements qui ont déjà beaucoup fait. Je pense à la Mayenne, par exemple, mais il y en a d'autres. Et il y a des départements qui sont encore au tout début de la réflexion. Et il ne serait pas sain de faire en sorte que ceux qui ont fait du bon travail soient lésés par rapport à ceux qui n'ont pas déjà commencé le travail. Et puis enfin, dernier point, et j'arrête là, le souhait d'accentuer les efforts à l'égard des aidants et des bénévoles. Alors, entendons-nous bien, il n'est pas question d'opposer les aidants et les bénévoles aux professionnels. Mais il serait temps de se dégager d'une certaine politique de l'autruche. Une certaine politique de l'autruche qui conduit à dire il y a un besoin extrêmement important, et c'est évident, de professionnels de l'accompagnement et du soin. Le rapport de Mme El Khomri, qui n'est pas si vieux que ça, en 2019, où elle déclare qu'il faudrait 350 000 embauches d'ici 2025, on l'a oublié aujourd'hui. Personne n'a contredit d'ailleurs ce chiffre, hein, mais on l'a oublié aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de 350 000 d'ici 2030. Alors en 2030, on va prévoir 2035. Quand on voit le nombre de personnes qui auront plus de 85 ans à partir de 2030, on se dit qu'il sera extrêmement difficile, je ne dis pas impossible, mais je le pense, d'avoir effectivement l'ensemble des collaborateurs nécessaires sur l'accompagnement et le soin. Il y a raison de plus pour qu'on n'oublie pas les 9 à 10 millions d'aidants et qu'on n'oublie pas les bénévoles. Moi, de par mes fonctions, je suis souvent dans des assemblées générales de fédérations de personnes, de fédérations de retraités, si vous voulez, et à chaque fois, j'y vois la volonté de jeunes retraités d'être extrêmement actifs vis-à-vis de ceux qui ont un âge encore plus élevé que le leur. Mais il n'y a aucune prise en charge des frais de déplacement, il n'y a aucune formation, il n'y a pas de compensation pour des retraités qui pourraient se trouver dans des situations financières extrêmement difficiles. On pourrait peut-être réfléchir à un abondement de retraite pour cette catégorie de personnes. Je crois que l'aide au bénévolat, ce n'est pas ça non plus qui ruinerait la République. Donc voilà un peu les premières remarques que je souhaitais faire. Et j'ai bien compris l'an dernier qu'il fallait qu'on laisse beaucoup de temps pour l'échange. Merci, Président. Je vais laisser la parole donc à Chantal Desailly qui pour la suite. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil de la CNSA. Dont vous êtes membre, cher collègue. Pardon ? Dont vous êtes membre. Absolument. Et j'étais... On en est fiers. Hein. Absolument. Et j'ai participé au dernier conseil, mardi, je crois, ouais, c'est ça, hein, ou mercredi, enfin je ne sais plus. Mais j'étais présente et j'ai écouté longuement le ministre qui est resté jusqu'au bout. Tout à fait. Hein, pour une longue séance de 3 heures. Moi, j'ai 2-3 questions à vous poser. Vous avez dit l'essentiel. On constate et on s'en réjouit, vous l'avez dit, que les crédits ont largement progressé. Depuis 2021, c'est une augmentation de 30%. C'est quand même pas rien, on peut le souligner. Pour 2025, c'est des crédits qui devraient s'établir à 42,4 milliards d'euros. Pour autant, même si nous avons bien conscience de cet effort, les besoins sont immenses.
Et donc, la question que je voulais vous poser, c'est quels sont, selon vous, les scénarios envisageables pour garantir l'équilibre? Parce qu'en fait, on constate sur les projections que rapidement, les crédits chutent. On est, je crois, en 2024 à 0,9 milliard d'euros d'excédent, puis en prévision à 0,4 pour 2025, et puis très rapidement, ça se dégrade pour être à moins 2,5 milliards en 2027. Donc voilà, comment on garantit cet équilibre? Et puis, quel est votre point de vue, ou avez-vous aussi des inquiétudes sur la dégradation des projections de la CNSA? Ma deuxième question, vous en avez parlé, porte sur les services à domicile. Un certain nombre de réformes ont été mises en place. Concernant la fusion des services à domicile prévue par la loi de finances de sécurité sociale de 2022, des difficultés persistent malgré les assouplissements portés par la loi Bien Vieillir que nous avons votée récemment. En particulier, et moi j'ai été interpellée sur cette situation dans mon département, certains SIAD souhaiteraient notamment pouvoir conventionner avec des services d'aide sans avoir à terme l'obligation de constituer une entité juridique unique. Les statuts sont différents entre les SIAD et les SAD, droit public, droit privé, droit associatif. C'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre et en fait on risque de priver les territoires de ces services. Donc, ma question, quel est l'état de vos discussions avec le secteur et pensez-vous que de nouveaux assouplissements seraient envisageables, voire souhaitables? Une troisième question, toujours concernant les services à domicile. La loi de finances de 2022 a mis en place une dotation complémentaire pour améliorer la qualité de service. Pouvez-vous nous informer sur son déploiement et ses éventuels résultats? Et puis, une dernière question. Pouvez-vous nous renseigner sur l'avancement des concertations s'agissant de la réforme des concours de la CNSA au département? Vous en avez parlé, je crois qu'il y a une douzaine de concours. Voilà, où en est-on? Merci. Président, je vous laisse répondre à notre collègue rapporteur dans un premier temps, et puis ensuite nous écouterons les questions de nos collègues. Entendu, je vais répondre. Je laisserai aussi la parole à Maëlys Lebaillon sur les aspects effectivement plus précis. Comment garantir l'équilibre? Moi, il y a des choses que s'interdit le président, si vous voulez, du Conseil de la CNSA, c'est de prendre des décisions à la place des seuls qui sont compétents pour les prendre. Moi, j'ai bien en mémoire, par exemple, ce qui a concerné effectivement les discussions sur la fin de vie, où nous avions remis un rapport. Dans ce rapport, on se permettait effectivement de donner quelques conseils, si je peux m'exprimer ainsi, aux législateurs, mais sans dire aux législateurs, Claes, Leonetti, ça suffit, il faut aller au-delà sur le suicide assisté, ou il faut aller jusqu'à l'euthanasie. Il y a des choses qu'il ne nous appartient pas de dire. Donc, ce n'est pas le Conseil de la CNSA qui va dire il faut un deuxième jour férié qui soit oublié, ou bien il faut qu'il y ait une part plus importante sur la CSG. Ce qui est évident pour nous, c'est que le compte n'y est pas. Par rapport effectivement à l'importance des problèmes, le compte n'y est pas. Et nous sommes effectivement inquiets devant la dégradation extrêmement rapide. Bon, ce n'est pas une dégradation qui est liée à une mauvaise gestion des uns ou des autres. C'est aussi parce qu'il y a eu les augmentations de salaires dont chacun se réjouit. Il y a encore des raquettes, des trous dans la raquette du Ségur d'ailleurs, qu'il faudra essayer un peu à la fois d'arriver à combler. Mais pour le moment, ces efforts n'ont pas mené à un Big Bang sur la mobilisation de professionnels de l'accompagnement et du soin. Et le défaut de ces personnes, il est année après année, de plus en plus marqué. Donc, sur ce point, nous attendons les réponses, effectivement, des pouvoirs publics. Il y a des choix à faire. Je sais que le contexte est un contexte qui est un contexte contraint et un peu difficile. Il n'en reste pas moins que s'il est un thème qui me paraît consensuel, c'est quand même bien le thème, effectivement, des personnes les plus vulnérables.
je tiens à dire par ailleurs, mais je ne devrais même pas aller jusque-là, que dans l'avis qu'a rendu la CNSA sur le problème du différé sur l'application de l'inflation aux retraités, la position du Conseil a une position extrêmement nuancée. Vous savez, l'agisme est un phénomène important et qu'il faut combattre de manière, à mon avis, très volontariste, mais on ne peut pas là aussi dire que tous les retraités sont dans la même situation. Donc le Conseil s'est contenté de dire que pour les personnes retraitées de conditions modestes, ce sera là aussi au pouvoir public, aux parlementaires, par leurs amendements, à dire jusqu'à quel niveau on est effectivement de conditions modestes. Pour cela, il faut effectivement immédiatement prendre en compte l'inflation, mais pour l'immense majorité des retraités, s'ils attendent 6 mois, ils attendent 6 mois. Et pour un certain nombre d'entre eux, y compris les anciens sénateurs, ils peuvent peut-être attendre 1 an. Donc, nous ne sommes pas sur ce point des ayatollahs. Hein. Bon, ça va bien. On va commencer par 1 an. Hein, on verra après. Sur les SAD et les SIAD, nous sommes très volontariste du fait de casser un peu le silo entre l'accompagnement et le soin. Il nous semble que c'est vraiment extrêmement important. Il nous semble que dans la vie des aides à domicile, c'est quelque chose qui est ressenti comme étant extrêmement pénalisant et que c'est un élément aussi qui peut-être peut gêner la volonté de faire carrière dans des métiers qui sont des métiers particulièrement nobles auprès des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Bon, maintenant, des précautions avaient déjà été prises, des délais supplémentaires avaient déjà été accordés. Il y a peut-être encore des concessions à faire, à condition qu'on ne perde pas de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est effectivement de ne pas revenir sur les silos du passé. Sur la réforme des concours, elle est indispensable. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus entre la vision de la CNSA et la vision de l'ADF, si je peux m'exprimer ainsi. Je connais bien l'ADF. J'ai présidé la commission des finances de l'ADF pendant 6 ans. On était arrivé à l'époque à créer une péréquation horizontale entre les départements riches et les départements pauvres sur les DMTO. Avec l'aide du président Bussereau. Donc, la péréquation horizontale, on avait montré le chemin. Peut-être qu'il faudrait qu'elle s'accentue encore. Mais est-ce que l'existence de la péréquation horizontale est une raison pour dire on ne fait plus de péréquation verticale? Par exemple, il y a un grand dossier pour les présidents de département, et je peux le comprendre, c'est l'augmentation des dotations sur l'APA et sur la PCH. La volonté de passer à 40%, puis de passer à 50%. Mais moi, j'ai toute une série de présidents de département qui viennent me dire 40% pour tout le monde, 50% pour tout le monde, ça vous paraît la justice? Moi, ça ne me paraît pas la justice non plus. Mais si je dis ça, effectivement, à l'ADF, ils chercheront effectivement à changer de président du conseil de la CNSA. Pas très grave. Hein. Le bénévolat des uns et des autres permet de dire ce que l'on pense. Et je crois qu'effectivement, il y a sur la réforme des concours, aujourd'hui, c'est là que ça achoppe, sur le point de savoir s'il faut prendre en compte la diversité des situations départementales. Or, cette diversité, elle est patente. Il ne suffit pas de dire « oui, mais il n'y a plus de levier fiscal, donc il n'y a plus de disparité ». Ce n'est pas vrai. Et puis, je laisse peut-être Maëlie répondre à des questions plus précises sur la dotation complémentaire et sur bien d'autres. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Madame les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs. Ravi de vous retrouver dans ce cadre pour répondre à vos différentes interrogations sur la dégradation de la branche et si on l'inscrit dans le long terme. Il est vrai qu'on est sur une projection qui est assez inquiétante à date, qui se traduit, comme vous l'avez dit, par un solde qui est négatif de moins 2,5 milliards en 2028. Je rappelle que le PLFSS de l'année dernière entraînait un solde qui était à l'équilibre jusqu'en 2027. Donc c'est une photographie à date qui tient compte notamment sur la partie recette de la dynamique économique. Donc elle n'est que prévisionnelle. Elle ne peut pas forcément s'apparenter à une réalité, sinon l'année dernière on aurait concrétisé cette trajectoire. Pour autant, on a un certain nombre de recettes qui s'écrasent, il faut le constater. On a aussi un certain nombre de sujets sur les dépenses qui augmentent fortement. Vous l'avez vu, on a aujourd'hui plus 44%
15% de recettes de dépenses sur les prestations individuelles, aussi dans les départements, donc la branche finance. Nous avons 21% d'évolution de dépenses entre 21 et 24. Donc on voit bien que cette trajectoire de dépenses, elle ne va pas s'amollir, elle va rester dynamique et il nous faudra en face réfléchir aux moyens d'équilibrer cette branche à terme. Donc le Parlement et le gouvernement auront cette charge dans les prochaines années. Pour l'année 2025, à date, les 400 millions d'euros de déficit sont une première alerte, mais ne menacent pas l'équilibre global de la branche pour le PLFSS 2025. S'agissant des services à domicile, alors pour rappeler, on est à un moment un peu charnière et vous aviez eu ces débats lorsque la proposition de loi Bien vieillir avait été débattue dans cette enceinte pour à la fois, comme l'a dit le Président, essayer d'être beaucoup plus efficace puisque la coordination sur le territoire sera indispensable si nous voulons éviter les coûts qui reposent aujourd'hui essentiellement sur les personnes accompagnées. C'est elles qui doivent mettre en place ces coordinations, c'est elles qui dépendent de la capacité des services à pouvoir s'articuler autour d'elles. Et donc notre ambition première, c'est celle-ci, c'est de ne plus faire reposer ce coût de coordination sur les personnes, mais bien sur les professionnels et les services qui les accompagnent. Ils ont jusqu'au 30 juin 2025 pour pouvoir se transformer en SAD aide pour les SAD qui souhaitent y aller. Et pour les SIAD et les SAD qui veulent passer en SAD mixte, on est jusqu'au 31 décembre 2025. Donc la photographie que nous avons faite cet été n'est qu'une photographie très prévisionnelle. Dans la plupart des départements, désormais, un comité de pilotage entre l'Agence régionale de santé et le département a été déployé, ce qui est une première brique de cette réforme. À date, très peu de structures ont entamé le processus de fusion. La Caisse, pour essayer de soutenir cette démarche, va accompagner dans tous les territoires les porteurs de projets avec de l'ingénierie, de l'accompagnement. Donc on essaie de mettre des moyens auprès des départements et des agences régionales de santé pour pouvoir accompagner cette réforme. Vous avez bien dit, le sujet fondamental qui aujourd'hui est une problématique, c'est celui de la fusion entre les deux statuts différents, notamment le public et le privé, sur lesquels on essaye de développer des outillages et de trouver une perspective qui nous permette d'alléger les contraintes. Pour autant, à date, on ne souhaite pas encore renoncer à cette réforme. Je pense que vous venez de voter ce texte après l'avoir longuement débattu de la loi Bien vieillir. Il faut que nous regardions tout au long de cette année 2025 dans quelle mesure les freins identifiés sont pérennes ou si nous arrivons avec notre accompagnement à les lever. Donc laissons-nous encore ces quelques mois qui sont devant nous pour essayer de regarder quels sont les voies et moyens d'action. Sur la dotation complémentaire, pour répondre de façon très précise, aujourd'hui, la Caisse verse en prévisionnel 433 millions d'euros sur la dotation complémentaire pour cette année 2024. Nous étions à 322 en 2023, ce qui veut dire que les départements commencent à s'emparer de ce dispositif. Il y a encore beaucoup de disparités territoriales, y compris sur cette dotation qui n'est pas versée dans son intégralité selon les départements. Ça va de 50 centimes, 1 euro, 1,50 €, 2 euros. C'est une complexité administrative pour les services concernés, c'est une difficulté pour comprendre son bon usage. Et donc il y a un dialogue étroit avec les présidents de département pour essayer de la rendre la plus opérationnelle possible et qu'elle remplisse son objet, c'est-à-dire couverture territoriale et couverture horaire, nuit, week-end, où on a un certain nombre de sous-traitements aujourd'hui des personnes accompagnées. Nous avons quand même 98 CD engagés aujourd'hui pour 2254 services d'aide à domicile. Donc c'est quand même une dotation qui prend vraiment après quelques années de démarrage. Et sur la réforme des concours, je pense que le Président a tout dit. Donc vous avez en effet l'état des lieux des discussions. Je pense que le ministre Christophe a eu l'occasion aussi devant vous de rappeler son ambition de simplifier. Pour la Caisse, c'est en tout cas un sujet extrêmement important de meilleure gestion et d'adéquation du soutien de la Caisse. Quand vous avez 12 à 13 concours différents, il est très compliqué aujourd'hui à la fois de les piloter, à la fois d'être en capacité de les conditionner à de la qualité réelle en face, puisque le contrôle est dispersé sur 12 ou 13 tuyaux différents. Donc notre ambition est évidemment de les alléger, de les diminuer. Monsieur le directeur, merci. Je vous propose maintenant de prendre les questions de nos collègues et Jocelyne Guidès a la parole. Merci beaucoup. Alors vous avez raison, hein, au niveau de cette loi grand âge, on travaille plutôt au fil de l'eau, mais peut-être qu'il va falloir réfléchir peut-être sur un financement autre que spécialement par l'État
Donc voilà, je pense qu'il y aurait une réflexion quand même à faire là-dessus. Est-ce que l'État peut tout faire? Je ne suis pas persuadée. Pour revenir sur les aidants, voilà, vous en avez parlé quand même pas mal, et je vous en remercie. Dans son avis relatif au PLFSS pour 2025, le Conseil de la CNSA appelle de ses voeux des réponses concrètes pour améliorer le quotidien des proches aidants. La CNSA soutient d'ores et déjà 68 départements qui conduisent des actions de soutien pour les aidants de personnes handicapées. Un nouvel appel à manifestation d'intérêt à hauteur de 5 millions d'euros a vocation à renforcer l'accompagnement dans les départements qui n'ont pas encore bénéficié du soutien de la CNSA. Alors ma question elle est celle-ci. Quel bilan tirez-vous des actions mises en œuvre lors du premier AMI? Avez-vous une première estimation des candidatures des conseils départementaux sur ce deuxième AMI qui sera clos demain? Et quelle évolution vous semble souhaitable pour que le budget alloué vise une plus grande équité territoriale? Je vous remercie. La parole est à Daniel Chassaing. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président du Conseil de la CNSA. Alors, bien sûr, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. La trajectoire du gouvernement est améliorée. La fusion soins-indépendance, c'est une réforme qui est très, très importante pour la gestion au niveau des EHPAD et pour les départements. Le gouvernement, dans ce PLFSS, propose un taux d'encadrement un petit peu augmenté. Ça fait presque un emploi par EHPAD si ces postes vont en EHPAD. Mais effectivement, l'ambition de cette trajectoire ne permettra pas à surmonter le défi démocratique, et c'est ce que vous avez dit, puisque nous sommes quand même toujours un peu complètement en arrière par rapport aux besoins, et nous attendons bien sûr la loi grand âge qui n'est pas arrivée, à la fois pour l'approche domiciliaire. Vous avez parlé de l'habitat intermédiaire, avec bien sûr parallèlement l'augmentation des SSIAD. Donc tout ça, si vous voulez, on est toujours en arrière, et je pense que, vous savez qu'en France, on travaille quand même moins que dans les autres pays, hein, c'est 630 en moyenne en France, 630 heures par habitant, plus de 720 en Allemagne, et je pense que si on avait une ambition collective, alors tout à l'heure j'ai entendu parler effectivement de la prévention au travail, et c'est bien. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir en plus une ambition collective de travailler un peu plus? Cela montrerait un dynamisme de notre population. Nous avons eu un dynamisme, Madame Poncet-Monge, dans les Jeux Olympiques. Et pourquoi on ne pourrait pas avoir cette ambition collective de travailler un petit peu plus? Parce que le président de la République, à partir de 2020, avait dit il faut 50 000 emplois en 2027. Oui, mais là, maintenant, on est 50 000 emplois en 2030, si vous voulez. Et si on travaillait une journée de solidarité, une petite journée de solidarité, un dynamisme comme aux Jeux Olympiques, tout le monde, pour avoir cette journée de solidarité, ça fait 2,4 milliards. Ça veut dire que ça fait pratiquement à 50 000 emplois par an, ça fait 50 000 euros, ça coûte. Un emploi coûte 50 000 euros. Si on multiplie par 50 000, ça fait 2,5 milliards. Donc, on pourrait créer très rapidement, par une ambition collective, ce serait formidable pour la prise en charge de nos aînés dans l'avenir. Est-ce que, Monsieur le Président, vous êtes d'accord avec cette proposition? La parole est à Raymond de Poncet-Monge. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette proposition, parce qu'elle est payée à 100% par les travailleurs. Je le rappelle, hein, la cotisation de l'employeur ne fait que compenser les 7 heures non payées aux salariés. Bref, mais j'en suis pas là. Non, moi, Monsieur le Président du Conseil, je ne me trompe pas cette fois-ci, je voulais revenir sur le fait que vous avez parlé des établissements, des EHPAD. Ensuite, vous avez parlé quand même qu'il ne fallait pas oublier le virage domiciliaire, et vous avez parlé de l'habitat intermédiaire. Enfin, bon, d'accord.
Il est intermédiaire entre quoi, Monsieur le Président? Il est intermédiaire entre l'établissement et le domicile. Et le domicile, lui, justement, est un peu le point aveugle depuis un certain temps de toutes ces propositions et toutes ces mesures dans les PLFSS. Alors, pas tout à fait, puisqu'il était prévu, et c'est ça que j'aimerais voir avec vous, où en est la réflexion, parce que bon, la réflexion sur la modification, enfin la grande révolution du modèle de financement des services d'aide à domicile. Tarifé à l'heure, je le redis, etc. Bon, avec une possibilité, alors ça va s'arrêter très prochainement, mais on nous a dit qu'on pourrait prolonger un peu au-delà de la date donnée par la manifestation d'intérêt, puisque il n'y a pas beaucoup d'intérêt, mais il faut dire qu'on ne parle pas du domicile, c'est difficile de mobiliser de l'intérêt. Mais il est bien évident que les services d'aide à domicile qui iront dans les services d'autonomie à domicile aux côtés du SIAD ont besoin de cette réforme de leur modèle de financement. Parce que les SPASAD, bon, les seuls SAD qui existent aujourd'hui, je dirais, c'est les anciens SPASAD. On avait un problème de financement de la coordination. C'était l'ARS qui souvent nous donnait les moyens. Mais il n'en reste pas moins que la butée, je le redis, pour bien connaître le secteur, si vous voulez faire une tournée mixte entre une aide à domicile et une aide soignante, si l'une est à l'heure, elle va lâcher la tournée, quoi. Elle a besoin au minimum d'un mode de fonctionnement comme le SIAD, d'un forfait qui lui permet d'ajuster dans une tournée la réponse aux besoins de la journée. Donc, ce que je veux pointer aussi par rapport, bien sûr, maintenant aux réticences, et effectivement, c'est les SIAD parce que les SIAD, que voulez-vous, c'est du médico-sociaux, alors ils ont un peu un complexe de supériorité par rapport au social, il faut bien le dire, parce que c'est ça le problème. Moi, pour avoir dirigé un service polyvalent, je sais toute la réforme culturelle qu'il faut faire pour que, à même qualification, d'ailleurs de l'éducation nationale, les uns ne se prennent pas pour supérieurs pour les autres, sous prétexte qu'ils sont plus près de la blouse blanche, puisqu'ils sont médico-sociaux. Mais ce n'est pas simplement une coordination, c'est une intégration. Enfin, c'est le niveau, enfin, je ne vais pas développer maintenant, mais ce n'est pas simplement se coordonner, c'est être intégré, avoir des plannings communs, des formations communes, etc. Et ça, vous ne pouvez pas le faire avec deux entités différentes. Donc j'ai entendu votre volonté de maintenir, ils ont encore un an, pour peu qu'ils n'attendent pas passivement en se disant « si je ne le fais pas, la réforme ne se fera pas ». Donc il y a besoin beaucoup de... mais où en est la réflexion de la réforme du financement des aides à domicile? Ensuite, j'aimerais revenir sur le fait qu'on ne parle pas du domicile et on ne parle pas... Moi, avez-vous des indicateurs de la situation financière des services d'aide à domicile? On parle de 80% en déficit. Mais surtout... on n'arrive pas à voir les postes vacants. Un service à domicile qui manque de personnel, il met une offre d'emploi. Il ne va pas dire il me manque 25 aides à domicile. Donc avez-vous vu, vous, à partir des taux d'effectivité des plans d'aide que vous devez avoir, des plans d'aide qui ne sont pas effectués aujourd'hui par manque de personnel, avez-vous, par cette voie indirecte, une évaluation à la CNSA, ça serait bien, du manque de personnel dans les services d'aide à domicile et de la raison pour laquelle les plans d'aide sont de moins en moins couverts et qu'on ne prend pas Et dernière remarque, vous avez dit, c'est vrai, les services à domicile, il y a un problème, vous voyez, il faut enlever le silo, parce que je vous rappelle que les services à domicile de la Convention de l'aide et de l'accompagnement à domicile n'ont pas eu la prime Ségur. Ils n'étaient pas... Et là, il y a une distorsion, ils ne recrutent plus. Ils ont eu du personnel qui est parti dans les EHPAD à cause de ça. Et sans renforcement du domicile, il n'y aura pas de virage domiciliaire. Président, je vais vous laisser répondre à ces trois premières interrogations et nous continuerons ensuite. Merci. Je vais laisser la parole au directeur général de la CNSA, notamment sur les aspects précis, sur le manque effectivement de personnel. On sait très bien effectivement que des plans APA ne sont pas exécutés à 100% parce qu'on n'a pas les personnes pour les exécuter, et c'est déjà une situation très ancienne.
Merci beaucoup. Dans l'ordre des différentes interrogations sur l'appel à manifestation d'intérêt pour les aidants. Donc, nous avions un premier appel à manifestation d'intérêt précédemment qui avait concerné 68 départements. Donc, le nouvel appel à manifestation va couvrir des départements qui n'étaient pas déjà dans la trajectoire. C'est un peu plus de 5 millions d'euros qui vont être dédiés. On a 5 candidatures qui vont être annoncées dans les prochains jours. On est en train de sélectionner les dernières candidatures. Donc, Madame la sénatrice, dès que nous les aurons, nous vous les signalerons. Et cela permet d'amplifier la dynamique de la stratégie proche aidant qui avait été intégrée pour que les départements puissent soutenir les aidants à domicile en complément de ce qui est fait sur les plateformes de répit et d'accompagnement notamment. Sur la situation des EHPAD, je laisserai le président présenter les différentes réflexions qui sont celles du Conseil à date. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, vous connaissez tous la situation, vous savez aussi son origine. Il faut qu'on s'interroge collectivement sur ce segment qui est la section hébergement, qui est très largement responsable du déficit cumulé des EHPAD ces dernières années. Et donc aujourd'hui, malgré l'augmentation de la dotation soins, malgré la présence dans certains départements d'une augmentation forte du point GIR, et la fusion des sections soins et dépendance va permettre encore de rehausser à hauteur de 75% de la moyenne versée nationalement dans les départements concernés ce point GIR, il n'en demeure pas moins que nous ne couvrirons que la partie soins, la partie dépendance, mais pas la partie hébergement qui génère très majoritairement les déficits aujourd'hui, et se pose la question à nouveau de différenciation tarifaire, mobilisation des ressources, montant de l'aide sociale à l'hébergement. Voilà, ce sont des débats qui sont devant nous, je pense, collectivement pour répondre à l'équilibre qui est celui attendu par le secteur des EHPAD. Sur l'habitat intermédiaire, je sais que le président aura à cœur de répondre à Madame la sénatrice, donc je le laisserai. Sur le domicile, rappelez quand même que nous avons 25 000 créations de places de SIAD dans le domicile. C'est important de le dire, que c'est 400 millions d'euros qui sont notifiés à l'horizon de l'été 2023 et qui vont être amplifiés encore cette année 2024. Donc c'est une trajectoire qui accompagne aussi cette nécessité d'envisager le virage domiciliaire. Vous avez évoqué la question de la tarification. Donc nous avons réformé la tarification de ces SIAD et donc c'est un élément important qu'il faut aussi avoir en tête sur ces dernières années, mais sur la partie SAD et sur les futurs services autonomie domicile, c'est poser la question que vous aviez débattue aussi du montant forfaitaire, intervention à l'heure. Une expérimentation a été votée. Nous avons fait appel au département pour savoir s'ils souhaitaient s'y inscrire. Nous attendons leur réponse. Pour l'instant, je ne dois pas dire que cela déchaîne l'enthousiasme côté département. Je pense qu'il y a à la fois un embouteillage des réformes sur les services autonomie qui peut expliquer aussi qu'il y a un moment de pause nécessaire pour absorber ce qui est en cours et se dire que ce sujet pourra être ensuite, une fois qu'ils auront stabilisé la cartographie et les zones d'intervention, peut-être plus facilement traité. C'est un débat qu'il faut aussi avoir. Est-ce que c'est le serpent qui se mord la queue? Voilà. Je laisse le président préciser sur les autres sujets. Bien sûr, je reviens un peu sur les aidants. Sur les aidants, il y a aussi un point qui me paraît important, que la CNSA tente également de pousser. C'est la prise en compte, effectivement, de la qualité d'aidant par l'employeur. J'ai participé il n'y a pas si longtemps à un colloque organisé par le MEDEF sur les aidants et qui se proposait, c'est quand même paraît intéressant, se proposer effectivement d'une part qu'il n'y ait plus de réticence à se déclarer aidant. Autrement dit, à réticence qui était liée à la crainte, effectivement, d'avoir des répercussions sur la carrière de la personne, et au contraire, de ménager en faveur des aidants une organisation des horaires de travail qui permettent effectivement la compatibilité entre le travail dans l'entreprise et puis l'activité auprès des personnes. Je pense que la fonction publique pourrait aussi là-dessus donner l'exemple, les grandes entreprises, et ensuite peut-être qu'on pourrait diversifier encore vers les entreprises plus petites ou vers l'artisanat. Mais en tout cas, le problème des aidants, c'est aussi un problème qui concerne la société tout entière.
j'en reviens à la première remarque. Est-ce que c'est l'État qui doit tout payer? Est-ce qu'il n'y a pas effectivement d'autres participations, à commencer par la participation des personnes? Mais la participation des personnes, elle existe déjà, et elle n'est pas innocente, puisque on considère qu'il y a au moins 40%, par exemple, dans les EHPAD, du coût qui est payé directement par la personne. Donc, ce coût qui deviennent prohibitifs pour une certaine catégorie de personnes moins aisées que d'autres. Mais là aussi, je suis assez favorable, mais je ne suis pas sûr d'engager sur ce plan globalement mon conseil. Je suis assez favorable sur ce qu'on appelle la différenciation. Lorsque vous avez effectivement dans un EHPAD, par exemple, des personnes qui ont des revenus extrêmement diversifiés, je ne vois pas où est le problème que certains, effectivement, en soient à un tarif qui est un tarif minimum et qui est un tarif qui peut être d'ailleurs pris en charge par le département, l'aide sociale départementale, et qu'il y ait effectivement des tarifs qui soient différents en fonction des revenus des autres résidents. C'est pas pour autant qu'il y aura des régimes privilégiés et des régimes qui ne le seront pas. Ça ne choque personne que dans les crèches, il y a effectivement ce type de financement. Pourquoi ce financement serait-il interdit au niveau des EHPAD? Moi, je l'avais mis en place quand j'étais président de département, et je dois avouer que ça n'avait pas créé de scandale et que ça avait donné une certaine bouffée d'oxygène à des directions d'EHPAD dont ils avaient effectivement bien besoin. Donc, sur ce point, bon, la loi bien vieillir, elle a fait le boulot, si je peux m'exprimer ainsi. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que ça rentre en application. On m'a appris, lorsque j'étais sur les bancs des facultés de droit, j'y enseignais pas encore, qu'il y avait une obligation sur l'exécution des lois. Ce n'était pas effectivement un pouvoir discrétionnaire laissé au gouvernement. Sur l'habitat intermédiaire, moi, je suis convaincu de son caractère extrêmement important parce que je les visite. L'habitat intermédiaire, c'est effectivement l'habitat qui se situe entre le domicile et l'EHPAD et qui est un intermédiaire qui peut très bien être un habitat définitif. Et pour moi, ces habitats intermédiaires, ils sont extrêmement nombreux et un peu différents, mais ils sont fondamentalement liés par l'envie de vivre ensemble d'un certain nombre effectivement de personnes, qu'il s'agisse de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap, la volonté de rédiger une sorte de charte de la vie partagée. Ça peut être des résidences autonomie, ça peut être des résidences services, ça peut être de l'accueil familial, ça peut être de l'habitat partagé, de l'habitat inclusif. Il y a des formes qui sont des formes extrêmement différentes où j'ai jusqu'à présent trouvé une qualité de vie qui me rendait un peu fier, si vous voulez, de mon pays quand j'en sortais. Ce qui n'est pas toujours le cas quand je sors des EHPAD. C'est quelquefois le cas, ce n'est pas toujours le cas. J'avoue que l'habitat partagé, par exemple, pour des personnes qui sont des malades d'Alzheimer, et notamment pour les Alzheimer jeunes, c'est ce que j'ai vu de plus acceptable, si je peux m'exprimer ainsi, pour des personnes qui souffrent effectivement de dégénérescence importante. Et il n'y a pas que le village de Dax. C'est très bien ce qui se fait à Dax sur le village Alzheimer. Mais vous avez effectivement toute une série d'initiatives qui sont prises sur les territoires qui mettent la vie partagée au centre et qui donnent des résultats qui sont des résultats particulièrement intéressants. Alors, on peut s'interroger après sur les structures qui mettent en place effectivement ce type d'initiative. Il y a des structures associatives, il y a des structures qui sont des structures de collectivités territoriales, il y a des structures privées. Et autant j'ai été extrêmement véhément lors de l'affaire Orpea pour dire qu'il n'y avait strictement rien à négocier, un conseil que je donnais au gouvernement, puisque ce n'est pas moi qui décide, dans la sanction qui a frappé Orpea. S'ils n'étaient pas contents, ils n'avaient qu'à saisir effectivement le juge. Mais il n'était pas question qu'il y ait des arrangements, si je peux m'exprimer ainsi, sur ce qui était réclamé. De l'argent avait été détourné, il devait être intégralement restitué.
Au passage, je pense que Orpea, c'était quand même la partie émergée de l'iceberg et qu'il y a bien des hypothèses où certains sont passés au travers, si je peux m'exprimer ainsi. L'accueil familial, j'ai des exemples d'accueil familial qui sont mis en place par des entreprises privées et qui fonctionnent bien avec des maisons qui sont créées spécifiquement, donc des maisons neuves, pour accueillir des personnes âgées, avec un maximum effectivement de 4 personnes âgées. Généralement d'ailleurs c'est 3, mais il peut y avoir une 4e s'il y a un couple parmi les résidents, avec des maisons où vous avez effectivement également l'accueillant familial et sa famille, qui sont non pas les locataires 12 mois sur 12, mais qui sont effectivement présents. Pourquoi pas locataires 12 mois sur 12 ? Parce qu'ils ont parfois envie effectivement également de souffler et que ces entreprises, surtout lorsqu'elles sont importantes, arrivent effectivement à avoir des équipes qui sont des équipes de remplacement, de personnes qui ne souhaitent pas travailler 12 mois sur 12, mais qui ont été qualifiées pour ce type de travail. Tout le monde est content dans les exemples que j'ai visités, que ce soit effectivement les accueillants familiaux qui sont très convenablement rémunérés, sans commune mesure avec effectivement les aides à domicile, que ce soit, et c'est le plus important, les résidents, ou que ce soit les maires, parce que généralement ces structures se mettent en place en secteur rural ou semi-rural, tout simplement parce que le foncier y est beaucoup moins cher qu'en secteur urbain, et que l'assistant familial, il vient avec ses enfants, et que les enfants, ils vont à l'école du village. Et on recrée de cette manière, effectivement, une véritable vie sociale. L'exemple que j'ai en tête, c'est 3 maisons minimum, et c'est en plus une sorte de grande salle commune qui est entre les 3 maisons, qui permet à la fois les réunions familiales, qui permet l'animation du village ou du quartier, et qui permet de faire rentrer la vie sociale. Bon, tout cela, aujourd'hui, ça n'existe qu'à l'état de trace, si je peux m'exprimer ainsi. Ça se développe un peu à la fois, ça se développe plus en milieu rural et semi-rural qu'en milieu urbain, et puis j'entends aussi les représentants de l'État que je rencontre fréquemment, que ce soit dans ma région ou ailleurs, et notamment les préfets à l'égalité des chances, qui me disent, mais vous savez, nous on a beaucoup d'argent sur les problèmes effectivement de logement, et quelquefois nous aimerions, notamment en politique de la ville, nous aimerions, et là on retrouve donc la possibilité d'innover en agglomération, nous souhaiterions qu'une partie de nos moyens soit consacrée à des habitats qui soient des habitats partagés de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap. Je me dis qu'il y a là aussi une hypothèse à creuser. Sur ce point-là, et j'arrêterai là-dessus, nous sommes un peu fiers de ce qui a été fait avec l'aide à la vie partagée, puisque l'aide à la vie partagée se développe et elle ne se développe pas au rythme suffisant, mais elle se développe de manière importante. Et nous sommes aussi un peu dubitatifs lorsque l'on voit dans certains départements que les présidents n'en veulent pas. Donc là, on n'en parle plus. On voit dans certains autres départements où les départements acceptent de s'engager. C'est un arrondissement, il y a un arrondissement seulement du département qui va en bénéficier et pas les autres. Tout cela crée une situation qui est une situation où l'équité territoriale n'est pas parfaitement respectée. Or, une de nos préoccupations fondamentales, c'est bien le fait que demain, on ne choisisse pas son domicile en fonction des politiques départementales, mais qu'il y ait, quel que soit effectivement le territoire, qu'il y ait les mêmes efforts qui soient réalisés pour faire face aux besoins des personnes fragiles. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Merci. La parole est à Corinne Imbert. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, merci pour vos premières réponses. Alors, je vais aborder 2 sujets, Monsieur le Président. Un sujet sur lequel je suis d'accord avec vous et un sujet sur lequel je suis moins d'accord avec vous. Si, un peu en désaccord. Et je remercie Chantal Deseyne d'avoir d'ores et déjà posé la question sur le sujet réforme des SAD. Mais je vais commencer par le sujet sur lequel je suis d'accord. Vous avez largement défendu l'accueil familial et je partage complètement votre analyse. L'accueil familial est assez développé dans mon département de Charente-Maritime. Et vous avez évoqué à l'instant les maisons d'accueil familial regroupées
Et vous avez mis le point sur un sujet, vous avez dit la maison peut accueillir 4 personnes, vous êtes repris 3 et 4 s'il y a un couple, parce que c'est la loi actuelle. Est-ce que vous êtes favorable ou pas, parce que moi je l'avais déjà défendu devant des ministres précédents, que l'on puisse modifier les textes en disant que l'agrément accordé à un accueillant familial peut aller jusqu'à 4 personnes accueillies. Pourquoi un accueillant familial serait capable de s'occuper de 4 personnes? Parce qu'il y a un couple. Et pourquoi sinon elle pourrait s'en occuper que 3? Pourquoi je dis ça? Parce que ça change le modèle économique. Et ça rend ce modèle que vous avez défendu avec beaucoup d'enthousiasme plus facilement réalisable sur le terrain. Parce qu'à un moment donné, pour l'avoir étudié de près, si on reste à 3 personnes accueillies sur un modèle de 2 maisons jumelles, eh bien vous êtes un peu en dessous du prix de l'EHPAD, mais pas beaucoup. Donc voilà, est-ce que vous seriez prêt à soutenir le fait qu'un accueillant familial puisse être agréé pour accueillir à son domicile ou dans une maison construite pour qu'elle soit bien équipée, 4 personnes, évidemment, dans les meilleures conditions possibles. Question assez simple. La deuxième va être tout aussi simple, vous allez voir. Donc je reviens à la réforme des SAD. Je reviens à la réforme des SAD parce que ce soit vous, Monsieur le Président, ou vous, Monsieur le Directeur, vous reconnaissez quand même les freins et les difficultés, notamment juridiques. Alors, je ne me permettrai pas une appréciation où les services de soins infirmiers à domicile ont un sentiment de supériorité. Je ne suis pas assez experte dans le domaine. Mais au-delà de ça, il y a le terrain. Et vous êtes un homme de terrain, vous avez été président d'un conseil départemental. Et puis, il y a des endroits où ça se passe bien. Et c'était le sens de mon amendement l'année dernière, dans la PPL Bien vieillir. Ce n'était pas d'annuler la réforme et d'y revenir, c'est de dire, là où ça coince pour des raisons juridiques, alors que vous avez un SAD qui fonctionne bien, alors que vous avez un SIAD qui fonctionne bien, tout le monde est content. Pourquoi pousser à l'extrême la réforme? Parce que, Monsieur le Directeur, sérieusement, est-ce que, sur le plan juridique, vous pensez pouvoir lever les freins avant juin 2025? Honnêtement. Je pose des questions très simples, assez basiques, mais c'est la vraie vie. Donc, l'essence de mon amendement, c'est juste de donner la souplesse. Là où la réforme se passe bien, et tant mieux, mais qu'on n'aille pas casser quelque chose qui fonctionne bien sur le terrain aujourd'hui. Et alors, Monsieur le Président, j'en viens à une autre question. Imaginez-vous toujours président du conseil départemental. Imaginez une présidente de SIAD et un directeur de SIAD qui vient vous dire « Ah là là, cette réforme, j'y arrive pas. Monsieur le Président, est-ce que vous seriez prêt ?» Et j'allais dire dans la situation financière que rencontrent les conseils départementaux aujourd'hui. Est-ce que vous seriez prêt à m'accorder une autorisation pour un SAD, bon, quelques heures, mais histoire que je colle dans la réforme? Parce que voilà, c'est à ce à quoi on aboutit. Parce que si la réforme est jusqu'au boutiste, si la fusion de 2 entités sur le plan juridique est trop complexe, parce qu'on parle des difficultés, mais quand il faudra remonter les salaires d'un SAD pour arriver au même niveau qu'un SIAD, parce que la réforme, elle se fera à la hausse, hein. On sait comment ça se passe, et c'est normal. Donc vous allez créer des problèmes en termes de ressources humaines dans la construction d'un service autonomie, avec des moyens qu'on n'a pas forcément. Et donc la solution de facilité, c'est de se tourner vers le président du département que vous pourriez être encore. Dans la situation financière, est-ce que vous accorderiez l'autorisation d'un SAD? Allez, je m'arrête là. Alain Millon. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si je peux vous tutoyer ou te vous voyer dans la situation actuelle. C'est comme tu veux. C'est comme je veux. Non, cher Jean-René, j'ai beaucoup écouté l'ensemble de ton intervention et l'ensemble des questions qui ont été posées. Et je dois dire que ça conforte un petit peu la réflexion que je veux te soumettre. D'abord, je dois dire que finalement, nous sommes actuellement dans l'instant. C'est-à-dire qu'on discute du PLFSS. Et cette obligation de discuter dans l'instant nous empêche parfois de travailler sur l'avenir. C'est un petit peu ce que tu as dit sur la nécessité, d'abord, par exemple, de différencier l'accompagnement et les soins, ou la nécessité de prendre en compte la diversité territoriale. Et je dois dire que quand on parle de la nécessité de prendre en compte la diversité territoriale, ça me rappelle une loi, la loi Allure, tu étais encore sénateur à l'époque, où nous avions demandé à la ministre chargée écologique du gouvernement de M. Hollande
si on pouvait faire de la diversification territoriale, elle nous avait répondu « La République est une et indivisible ». Je pense que désormais, ça ne doit plus être comme ça. Et l'État ne doit plus simplement déconcentrer ses services, mais accepter de les décentraliser véritablement. Donc ma question est simple, si on devait mettre en place des lois de programmation, celles-ci ne devraient pas être uniquement que financières, ça devrait être d'abord des lois de programmation de structure, structurelle dans la santé, structurelle dans la personne âgée, un peu partout. C'est la question que je te pose. Merci. Corinne Ferré. Oui, merci. Tout d'abord, je voulais vous préciser, je pense que vous n'en douterez pas, que je partage l'avis rendu par le Conseil du CNSA sur ce PLFSS qui montre une fois de plus que les engagements, ou en tout cas ce qui est programmé dans ce PLFSS, est nettement insuffisant par rapport aux objectifs que nous partageons tous en matière d'autonomie et qui montre qu'une fois de plus, les moyens ne sont pas là, avec, et vous l'avez indiqué, la rapporteure l'avait souligné, l'inquiétude que l'on peut avoir aussi sur la dégradation de l'état financier de la branche dans peu de temps, parce que 2028, on passera donc sur une situation déficitaire. 2028, c'est à peine demain. Alors, je voulais vous interroger, moi, sur un point très précis. Au nom de la délégation aux collectivités territoriales, nous avons remis un rapport il y a quelques jours concernant l'implication et l'engagement fort des collectivités, en particulier communes et intercommunalités, pour se préparer ou prendre en charge, faire face au vieillissement de la population. Nous avons réalisé un certain nombre d'auditions, dont la CNSA, et des préconisations en lien avec cette thématique, cet enjeu essentiel auquel notre société va devoir faire face. Et ma question, elle est très concrète. Nous avions constaté qu'il existait un fonds d'intervention, un fonds d'appui au territoire innovant senior, qui était doté entre 2022 et 2023 d'un montant certes existant, mais enfin tout à fait insuffisant pour accompagner les nombreux projets que portent les collectivités et les élus locaux. On a parlé des élus locaux tout à l'heure, qui font preuve de beaucoup d'initiatives, de bon sens pour permettre le maintien de cette population âgée dans nos territoires, à domicile ou sur des structures en parallèle. Donc oui, de ce fonds d'appui au territoire dans ce PLFSS. Nous préconisions, et nous préconisons toujours, on va dire, que ce fonds soit maintenu, pérennisé, voire développé à l'occasion de ce prochain PLFSS. Est-ce que cela a été évoqué au sein du Conseil CNSA? Et que pouvez-vous nous en dire, s'il vous plaît? Merci. Merci, je vous laisse répondre. Il y aura ensuite d'autres questions. Bien, une première réponse facile, c'est de dire, bien sûr, on passe de 3 à 4, si ça facilite effectivement les choses, et en outre, si ça assure un équilibre économique qui permet de limiter effectivement les prix de journée pour les résidents, ce serait tout à fait possible. Alors, c'est un peu moins facile que ça n'en a l'air, parce que vous en avez ce sont des chambres individuelles. Donc, si on a 4 et il y a un couple, c'est la même chambre. Si on a un quatrième et qu'il n'y a pas la volonté, effectivement, de 2 personnes de cohabiter, il faut effectivement avoir des modalités de construction un peu différentes. Mais sur le principe, je crois effectivement qu'il faut mettre l'intelligence au service, effectivement, de l'évolution de la réglementation. Sur les SAD, j'ai très peur qu'on remette en cause effectivement la volonté d'un travail en commun. Et je vois beaucoup de services à domicile assez exemplaires où vous avez effectivement des personnes qui se disent mais moi je suis compétente pour nettoyer la maison, je suis compétente pour habiller, je suis compétente, mais s'il y a le moindre geste qui pourrait avoir une relation, même lointaine, avec un soin, alors là, je deviens effectivement totalement inadapté à ce genre de travail. Je crois que c'est pas la façon, effectivement, de susciter des vocations.
pour la profession d'aide à domicile dont on aura effectivement de plus en plus besoin. Sur ce qu'a disait Alain Milon, je crois qu'il a raison totalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est la réflexion structurelle, c'est la programmation structurelle. Et c'est pour ça, si vous voulez, que peut-être de manière angélique, je reste extrêmement favorable à une grande loi sur l'autonomie, parce que la grande loi sur l'autonomie, c'est vraiment l'opportunité de parler jusqu'au bout de questions que l'on aborde par détour. Par exemple, la question de l'avenir des EHPAD. Je suis désolé de vous dire que moi, quand je discute de l'avenir des EHPAD avec les grands professeurs qui ont fait les grandes propositions, les grands plans, qu'on s'est empressé d'ailleurs de mettre dans des tiroirs et de fermer le tiroir, et qui étaient des rapports aussi remarquables les uns que les autres, ils me disent tous, mais tous, l'EHPAD dans les années à venir. Et ils disent, je dis dans les années, parce que je veux vous faire plaisir et pas vous heurter, mais c'est plus dans les mois à venir que dans les années. Les EHPAD n'accueilleront plus que des personnes en situation d'extrême fin de vie ou en situation d'extrême dépendance. D'où problème. Comment faire vivre le virage domiciliaire dans sa plénitude. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir aussi un virage domiciliaire même à ce moment de la vie, mais le faire vivre dans sa plénitude avec les animaux de compagnie, avec les visites lorsqu'on le souhaite, avec le travail culturel, le travail social, la vie citoyenne, dans ce cadre-là. Et je vois aussi, d'ailleurs, auprès de mes anciens collègues présidents de département, sur les problèmes de fusion des sections. Certains vont dire, mais ils ont choisi d'être volontaires parce qu'ils estiment qu'ils vont y gagner financièrement. C'est des présidents de département qui disent ça, d'ailleurs, de leurs collègues. Mais beaucoup disent, mais on est volontaire aussi parce qu'on sent très bien que cette compétence est une compétence qui devient de plus en plus médicalisée et qui devrait être une compétence d'État, une compétence des ARS. Ça n'empêche pas que les départements continuent d'être représentés dans les conseils d'administration et que les élus départementaux soient éventuellement des lanceurs d'alerte lorsqu'il y a des problèmes qui se posent. Mais est-ce qu'un jour, on aura le courage de poser la question, est-ce que l'évolution du statut de l'EHPAD ne correspond pas à la médicalisation de plus en plus importante qu'il va connaître? Et est-ce que la compétence départementale ne peut pas s'exercer beaucoup plus largement sur le domicile et les habitats intermédiaires, où là, effectivement, il y a tout un problème de citoyenneté, de dignité qui se pose. Vous savez, je rappelle souvent, là, pas seulement parce que je suis ancien sénateur, mais je rappelle souvent un propos de Larcher qui, moi, m'avait marqué, lorsque le président Larcher disait « il n'y a pas de citoyenneté en suspension ». La citoyenneté, c'est jusqu'au dernier moment de la vie. Eh bien, la citoyenneté, dans un grand nombre d'EHPAD aujourd'hui, c'est pas jusqu'au dernier moment de la vie, si vous voulez, lorsqu'on voit effectivement ce qui s'y passe. Pas tous, pas toujours, hein, mais quand même. Alors, sur le fonds d'appui, je laisserai à Maëlie répondre plus largement. L'insuffisance des moyens, je pense qu'on le dénoncera toujours, parce que les problèmes sont des problèmes qui vont apparaître de plus en plus. Le baby-boom se transforme en papy-mammy-boom. 2030, c'est l'année où les premiers enfants du baby-boom atteindront l'âge de 85 ans. Donc, risque de dépendance, qu'elle soit importante ou qu'elle soit légère. Et on va avoir de plus en plus de problèmes à gérer. C'est une des raisons pour lesquelles je disais aussi qu'il faut sortir de la politique de l'autruche sur le problème des bénévoles et sur le problème des aidants. Et je suis un petit peu surpris lorsque je lis les comptes rendus des travaux. Actuellement, c'est plus de l'Assemblée nationale que du Sénat. Je ne me fâcherai pas avec mes anciens collègues sénateurs. Mais d'un seul coup, si vous voulez, pour les retraités, il faudrait effectivement tout faire pour qu'ils n'aient pas un centime de plus à débourser, quel que soit leur niveau de vie, alors qu'on sait très bien que l'agisme se nourrit en partie des accusations sur une génération qui a eu la chance, effectivement, des 30 Glorieuses et qui aujourd'hui
est plus fortuné que les générations plus jeunes, du moins dans une grande part. Et l'agisme se nourrit aussi un peu de ça. Moi, j'oublie pas, et j'oublierai jamais, ce qu'on trouvait sur les réseaux sociaux lors des dernières élections présidentielles et législatives, et les avant-dernières, donc législatives, où vous aviez des gens extrêmement sérieux sur les réseaux sociaux, et non pas M. Tartampion qui peut dire n'importe quoi, mais qui disait est-ce que vraiment le droit de vote, à partir d'un certain âge, il faut le maintenir ? Quelle sera la raison pour laquelle on ferait voter une personne qui n'est plus guère attachée au destin de la planète dans 30, 40 ou 50 ans. Et j'étais un des seuls à attaquer pour dire, mais à ce moment-là, si vous êtes jeune, mais que vous avez une maladie qui est une maladie très grave, on a vu des régimes pas très loin de chez nous au XXe siècle qui se posaient effectivement la question et qui ne se contentaient pas de poser la question. J'ai eu des excuses de la part de ceux qui avaient mis ces propos, mais le simple fait que ces propos aient été tenus démontre qu'il faut aussi être très attentif, très vigilant. Et très vigilant, ça veut dire aussi que les retraités, ils ont une responsabilité qui est importante, et une responsabilité importante dans le bénévolat. Et j'ai vu, en visitant les associations de retraités, qui sont d'accord pour assumer ces responsabilités, à condition, effectivement, qu'on reconnaisse le bénévolat, qu'on cesse de considérer le bénévolat comme étant, effectivement, la dernière roue du carrosse, et à condition que l'on accepte des choses qui me paraissent ne pas devoir coûter la crédibilité de nos budgets, mais qu'on estime que les frais de déplacement de bénévoles, notamment parmi les bénévoles modestes, puissent être remboursés. Et c'est des choses qui me paraissent élémentaires et qui me paraissent d'autant plus nécessaires que, de toute façon, on aura besoin de tout le monde. C'est-à-dire on aura besoin des professionnels de l'accompagnement et du soin qui soient mieux rémunérés, qu'il y ait des passerelles au niveau de leurs fonctions, qu'on puisse commencer comme aide à domicile et qu'on puisse être accompagné pour devenir aide-soignant, puis aide-soignant, être accompagné pour devenir infirmière ou infirmier, mais ça ne suffira jamais par rapport effectivement au nombre de personnes qu'il faudra aider, d'où l'importance de disposer de ces quasi 10 millions d'aidants et de disposer de cette ressource du bénévolat qui sera la meilleure lutte contre l'agisme. Et je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point l'agisme est devenu la discrimination la plus lourde aujourd'hui dans notre pays. Peut-être juste pour compléter sur la question arrivera-t-on à lever les freins juridiques en 6 mois ou 1 an. En tout cas, je souhaite qu'on puisse faire mieux que ce qu'on a fait aujourd'hui. Il sera toujours temps pour le Parlement de pouvoir réviser la loi. Je ne fais qu'appliquer la loi qui a été votée par le Parlement à date, qui fixe cette obligation. Et donc les équipes de la CNSA, en lien avec les départements, essayent de trouver des solutions. Je voulais juste donner quelques chiffres de l'enquête de cet été pour vous donner des éléments de contexte. Sur les 87 départements qui nous ont répondu, 40 d'entre eux nous ont dit qu'ils étaient avec des situations qui seraient complexes à gérer. C'est 80 situations. Sur ces 80 situations, à peu près un tiers, c'est ce qu'on évoquait ensemble, c'est le rapprochement de structures juridiques différentes avec toutes les conséquences sur les contrats, la RH, etc. On en a un tiers qui sont plutôt sur la trajectoire économique de rapprochement. Donc vous voyez que on a plusieurs typologies de situations qui nécessitent des accompagnements un peu globaux. Et le dernier tiers, c'est plutôt une problématique de zonage et notamment le lien avec les infirmières libérales qui, elles aussi, ont un besoin d'être intégrées dans cette réforme. Je pense que c'est un pan qui n'a pas encore été suffisamment mobilisé de notre réflexion. Tout cela pour vous dire qu'on a certes ce sujet, il est identifié, et on va essayer de trouver des solutions, et il appartiendra ensuite aux parlementaires de regarder s'il faut ouvrir ou pas, mais qu'en attendant, il faut quand même qu'on puisse fixer l'ambition de lever les autres freins qui sont identifiés ici, et je pense que pour cela, on a des solutions déjà dès maintenant. Et puis, il y a des freins qui, à mon avis, dépendent d'ailleurs du pouvoir réglementaire pour être assez facilement levés. Je donne 2 exemples qui, moi, m'ont vraiment particulièrement irrité. Dans l'habitat partagé et l'habitat intermédiaire, la volonté qui est celle d'un certain nombre de services départementaux d'incendie et de secours, d'imposer la réglementation d'établissements recevant du public. C'est une façon de tuer l'habitat partagé.
quand j'étais président de département, j'ai dû reconstruire tous les collèges métalliques de mon département. Il y en avait, c'est facile à retenir, il y en avait 59 dans le département du Nord. Je me souviens d'ailleurs d'avoir vu M. Balladur, qui m'avait accordé une certaine aide financière et qui m'avait dit, Monsieur le Président, vous avez 1 ou 2 collèges métalliques, ne prenez aucun risque, fermez-les. Et je lui ai dit, Monsieur le Premier ministre, j'en ai 59. Il m'avait dit, vous en avez 59, laissez-les ouverts. On a discuté avec les SDIS. On peut discuter intelligemment avec les SDIS et ne pas faire des concessions sur la sécurité, mais de faire des concessions sur l'application du lexique, de l'inventaire, effectivement, qui convient aux établissements accueillant du public, mais qui ne convient pas pour l'habitat partagé. Et puis un deuxième exemple. Dans l'habitat partagé, les bailleurs sociaux souhaitent s'impliquer, et c'est très bien qu'ils souhaitent s'impliquer, qu'ils deviennent propriétaires, en quelque sorte, qu'ils prennent la relève de ceux qui ont pris l'initiative, propriétaires des habitats partagés. Vous savez sur quoi on bute aujourd'hui? On bute sur le fait que lorsque une place va se libérer, eh bien, pour trouver la personne, puisque ce sont des bailleurs sociaux, il y a une règle qui est incontournable, c'est qu'il doit y avoir plusieurs candidatures, au minimum 3 candidatures, dans lesquelles on va choisir la meilleure. Et si la meilleure, ce n'est pas celle qui convenait effectivement aux autres personnes qui figurent, qui sont les résidents de l'habitat partagé, eh bien tant pis. Là aussi, on est dans ça prêterait à rire si ce n'était pas ça n'avait pas des conséquences aussi graves sur la qualité de vie des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Peut-être juste pour répondre sur le fonds d'appui, donc il se termine cette année en 2024. On a accompagné 274 collectivités pour 380 projets, 7,6 millions d'euros. Et en effet, sa prolongation avec les nouvelles modalités est inscrite en proposition pour nos tutelles. Donc ça fait partie des arbitrages qui seront proposés dans le cadre de la construction du budget de la Caisse pour 2025 et 2026. Mais le souhait est plutôt de le pérenniser et d'accompagner toutes celles et ceux qui n'en ont pas encore bénéficié, évidemment. Merci. La parole est à Laurent Burgoa. Oui, merci Monsieur le Président. J'irai vite parce que je voulais poser la même question que ma collègue Corinne Ferré, puisque nous avons travaillé ensemble dans le cadre de la délégation collectivité territoriale. Peut-être juste, Monsieur le Directeur, une suggestion, communiquer mieux sur ce fonds d'appui, parce qu'il y a beaucoup de communes qui ne le connaissent pas. Bien reçu. La parole est à Khalifé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, merci pour ces éclairages. C'est toujours difficile de passer en fin de question. C'est plutôt des réactions. La première, vis-à-vis de la remarque de mon ami Alain Millon concernant les inégalités des départements, moi je dirais, Monsieur le Président, qu'il faut travailler pour répondre aux besoins de chaque département. Comme dans la santé, tous les départements ne sont pas égaux. Le social, c'est pareil. Et là-dessus, moi j'approuve votre remarque de tout à l'heure concernant la nature des résidents aujourd'hui et à venir demain des EHPAD. Et avec toute la difficulté qu'il y a, la dépendance, etc., qui nécessite de plus en plus de soins infirmiers. Et je me demande même s'il ne faut pas aller jusqu'au bout de la réflexion en rattachant ces EHPAD plutôt à des établissements hospitaliers, qu'ils soient privés ou publics, ça, peu importe. Mais au moins, on a un vrai projet médical de territoire qui permettent la prise en charge globale, sachant qu'il y a une sous-médicalisation, que ce soit en personnel, mais également en médecins, de ces structures. C'est une réflexion que je me permets de vous soumettre, sachant, comme ça a été dit d'ailleurs, que 85% des personnes âgées souhaitent rester à domicile. Et là, ma question ou ma crainte, comme vous le voulez, c'est les services d'aide à domicile qui sont souvent des associations, enfin de statut associatif, mais pas seulement. Et permettez-moi de citer le groupe qui a défrayé la chronique nationale, qui est une nébuleuse de 380 associations, sociétés, enfin des statuts juridiques. Il y en a d'ailleurs 150 dans ce groupe. Qui fait qu'on transfère ou des charges ou on facture des charges qui passent d'une structure à l'autre.
est-ce que vous êtes au courant de ce système qui risque de mettre à mal beaucoup de structures dans tous nos départements? Et est-ce que la financiarisation en général vous inquiète dans ce domaine? Merci. Vous savez, lorsque j'évoquais la partie émergée de l'iceberg, je pensais à d'autres. Et dans les autres, il y avait aussi celui-là, si je peux m'exprimer ainsi. Tout à fait. Mais en revanche, je rencontre aussi des structures privées qui sont performantes, qui ont des prix raisonnables et qui savent faire. Et je me dis que le boulot est tellement important qu'on ne peut pas, parce qu'il y a des dérives qui doivent être poursuivies, sanctionnées, on ne peut pas effectivement se passer de la compétence d'un certain nombre également d'acteurs privés. Le champ est trop important pour cela. Pardon, quand on parle de financiarisation au Sénat, on ne parle pas de structures privées, on parle de structures financières pures. On se comprend. Il nous reste une dernière question, si vous permettez, Laurence Muller-Braun. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. En vous écoutant, donc, je pensais à mon territoire. Moi, je suis sénatrice du Bas-Rhin et conseillère départementale. Alors, vous avez parlé du tarif différencié. Nous l'avons voté au département du Bas-Rhin et moi, j'ai des établissements dans mon canton où ça a été très bienvenu et ça va nous permettre d'équilibrer nos difficultés financières sur des petits établissements qui sont CCAS encore et à 40 lits, par exemple. Sur la fusion avec des établissements hospitaliers, on le pratique aussi sur notre canton. On rattache certains EHPAD à des hôpitaux de santé mentale, par exemple, qui ont aussi des EHPAD intégrés. Moi, aussi, c'est une ouverture à la discussion que je voulais évoquer. Vous avez parlé de l'engagement fort des collectivités, des associations, etc., en parlant des aidants. Je voulais aussi parler de l'engagement fort des familles. Et souvent, cet engagement fort des familles, au-delà de ce qui est financier, parce que là, il n'y a pas le choix, quand on est dans un établissement, on paye, mais il y a la solidarité intergénérationnelle qui peut exister et qui souvent est oubliée et trop peu encouragée. C'est-à-dire, entre les familles, il y a l'obligation alimentaire, vous avez dit, il y a les élus qui font preuve de bon sens, et que 65% des personnes âgées veulent rester à domicile. Or, pour rester à domicile, il faut avoir des gens autour de soi qui s'occupent de vous. On sait qu'on a une carence de professionnels et moi, je vois autour de moi, à mon âge, on a beaucoup d'amis qui ont des personnes âgées qui commencent à être malades et beaucoup ont des carrières professionnelles. Et la difficulté, c'est que faire? On voudrait s'occuper de nos parents, être proche d'eux, ou les prendre avec nous. Mais il y a la carrière professionnelle. Et là, j'évoque par exemple pour moi la prolongation de travail de l'âge de la retraite, du départ à la retraite. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences pour la proximité avec les personnes âgées? Parce que beaucoup de femmes, finalement, vont avoir des difficultés pour s'arrêter. Elles ont déjà des trous dans leur carrière à cause de la petite enfance qu'elles accompagnent et elles aimeraient bien accompagner la personne âgée. Sauf que c'est, encore une fois, des trimestres en moins, des carrières qui sont incomplètes. Et moi, je vois autour de moi des femmes qui arrêtent de travailler pour pouvoir, parce que c'est vrai que c'est moins dans l'air du temps que les familles habitent ensemble, mais quand même en milieu rural, on a encore cette solidarité familiale et qui aiderait largement si on encourageait les gens. Alors je dis les femmes parce que c'est souvent des femmes, mais mais je vois moi dans notre propre famille, l'homme est en retraite plus tôt. Et la femme travaille plus longtemps. Et les personnes âgées deviennent malades, les parents deviennent malades, et c'est une course contre la montre, et on finit par placer. Or, on a moins de place, et les établissements ne sont pas l'avenir, vous l'avez dit. Et là, je me pose la question, l'évolution et l'encouragement de l'aide, de l'engagement familial. Il y a aussi un levier à libérer certaines générations comme les nôtres pour un temps plus ou moins long, pas seulement la fin de vie,
mais le handicap, la maladie cognitive qui va, et de lever le pied, le lever sans perdre sur une carrière professionnelle qui souvent est bien longue. Voilà. Oui, je crois que vous avez tout à fait raison. J'allais vous reprendre sur un point, mais vous l'avez fait vous-même en disant pourquoi uniquement les femmes. Hein, bon, parce que vous avez des professions qui sont en train de se masculiniser. Je pense par exemple à la profession d'assistant familial. Avant, on parlait d'assistante familiale. Maintenant, il y a des hommes, et c'est très bien qu'il y ait à la fois des hommes et des femmes. Ça commence lentement, mais ça commence également dans le secteur de l'aide à la personne. Et je crois aussi que c'est un progrès. Mais l'exemple que vous prenez, c'est l'un des exemples où on devrait s'interroger sur l'accompagnement, la possibilité d'avoir des trimestres qui soient comptabilisés par le travail que vous assumez à ce moment-là, vis-à-vis effectivement d'une personne qui sinon n'aurait pas d'autre solution que la solution du placement, effectivement, qui coûte cher à la société, qui est difficile parce que le nombre de places n'est pas sans limite, et qu'on sait aussi que la qualité de vie n'est pas toujours effectivement ce que souhaite la personne. Alors évidemment, on vous opposera que la vie moderne fait que les enfants sont beaucoup plus loin, etc. Mais pour les personnes qui peuvent le faire, je crois que c'est une des voies à explorer très vite. Et il y a toujours un peu d'argent à y mettre, mais qui évitera effectivement des dépenses beaucoup plus importantes. C'est un peu comme les politiques de prévention dont on n'a pas parlé. La CNSA, elle est très présente sur les politiques de prévention. Si la France n'est pas première de classe, loin s'en faut, sur la prévention, parce que la prévention, son rythme, c'est pas le rythme des échéances électorales, si vous voulez, hein, mais les économies qui seront faites par des politiques de prévention qu'on commence d'ailleurs à accompagner avec le centre de preuve, elles auront leurs effets à échéance de 10 ans peut-être, de 15 ans, mais ces effets seront des effets importants. Peut-être juste pour compléter, dans le cadre de la réforme des retraites, avait été créée l'assurance vieillesse aidant qui permet de cotiser lorsque les personnes s'interrompent et donc pas suffisamment, mais c'est un nouveau droit en tout cas qui vient d'être créé, donc qui peut être une base de réflexion pour la suite sur ce genre de parcours haché en complément du congé proche aidant qui, on le sait aussi, est insuffisant par rapport aux besoins. Ces situations ne durent pas 66 jours, quoi. C'est pas... Bien, écoutez, Président, Directeur, nous en avons terminé. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, nous vous remercions. C'est nous qui vous remercions. Pour ces éclairages et vos réponses, et vous souhaitons une bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur le Président.